Bonjour, mais pourquoi donc les Roms ne s'intègrent-ils pas? Est-ce que leur mode de vie est définitivement incompatible avec celui des Français, comme l'affirmait le ministre de l'Intérieur Manuel Valls la semaine dernière, ou est-ce que la République ne fait rien, ou en tout cas pas assez, pour les intégrer? Alors cette question a dominé pendant quelques jours le débat politique la semaine dernière, je le disais, mais l'a dominé d'une manière, on pourrait dire, déconnectée de toute observation de la réalité, comme s'il s'agissait de deux niveaux de discours différents, et peut-être comme s'il était radicalement impossible d'enquêter au plus près du terrain sur le sujet. C'est cette lacune que nous allons essayer de combler dans cette émission pour passer pour une fois derrière l'image médiatique de l'intégration ou de la non-intégration des Roms. On va le faire avec trois invités. Véronique Decker, vous êtes directrice d'école à Bobigny et très impliquée dans la scolarisation des enfants roms. Claude Capillon, vous êtes maire UMP de Rosny-sous-Bois en Seine-Saint-Denis, ville qui a accueilli un camp de Roms pendant quelques mois en 2012-2013. Vous nous raconterez votre propre expérience du terrain. Enfin, Yann Merlin, vous êtes photographe et auteur d'un très très beau reportage dans le camp de Roms de La Courneuve, également en Seine-Saint-Denis. Vous nous raconterez comment il est possible pour un photographe de s'intégrer dans un camp de Roms pour arriver à mettre cette réalité en image. Et finalement, avec vous, Didier Porte, il va être aussi question un peu des Roms. Oui, parlons-en des Roms, mon cher Daniel, parlons-en. C'est une belle bande de fouteurs de merde et de fauteurs de troubles dans les ménages de souche à cause d'eux. Un tweetos assidu et prolifique a été sauvagement expulsé de notre réseau social préféré. Sur Twitter, une voix s'est tue, et pour toujours, enfin au moins pour un moment, et oui, le compte de Xavier Cantat, compagnon de Cécile Duflot et élu municipal Europe Écologie Les Verts à Villeneuve-Saint-Georges, a été clôturé à cause de ça. Si j'ai bien compris, désormais Valls devra obtenir l'autorisation de Matignon avant de pouvoir tenir des propos racistes. 1 heure après la publication hier matin de cette monstruosité, le tweet était supprimé et un peu plus tard, c'était carrément le compte de Cantat qui disparaissait des écrans radars de la tweetosphère, ce qui n'a pas laissé la communauté gazouillante indifférente, vous vous en doutez, avec ce tweet de Clément Moison. Si j'ai bien compris, désormais Xavier Cantat devra obtenir l'autorisation de Duflot avant de pouvoir dire des conneries. Clément Gonier, c'est Duflot qui porte la culotte. Le compte de Xavier Cantat n'existe plus. FXMTY, Xavier Cantat, le toutou à sa mémère. Allez, à la niche. William Emmanuel, apparemment Xavier Cantat a été recyclé ce matin. On n'en entendra plus parler. Ça a du bon parfois l'écologie. Géminet, est-ce qu'un tweetos sait pourquoi, dans cette dictature socialiste, on supprime le compte Twitter de Xavier Cantat? Enfin, plus rien à foutre. Xavier Cantat n'a pas supprimé son compte Twitter. C'est une erreur de SFR, selon le gouvernement. C'est pas bête. Alors, qui a fait disparaître ce satané compte et un peu de notre liberté d'expression, à nous les tweetos? Serait-ce la DCRI, en quête d'une action d'éclat depuis la formidable épopée de Tarnac, où elle s'illustra naguère? Serait-ce Cécile Duflot herself, qui aurait subrepticement subtilisé les codes secrets de son compagnon, afin d'être en mesure de le museler, le cas échéant, ce qui confirmerait la thèse du tweetos Clément Gonier, déjà cité tout à l'heure. Voilà. Sauf que là, c'est pas la culotte, c'est le jean, bien sûr. Ou alors, enfin, c'est Xavier Cantat lui-même qui aurait décidé de se saborder après avoir pris conscience du mal qu'il avait fait à sa compagne, à Manuel Valls et aussi un peu à Jean-Marc Ayrault qui venait d'annoncer que tous les ministres devront désormais lui demander l'autorisation avant de s'exprimer dans les médias et qui avait oublié de préciser à la fin, ainsi que leur conjoint. Voilà. À moins que Xavier Cantat n'ait tout simplement pas supporté les tombereaux de gracieuseté que son tweet fatal a suscité. Par exemple celui de Sheila Watt. Un vrai connard, ce Xavier Cantat, va t'occuper de ta résine d'arbre. Alors ça, c'est une allusion perfide au prénom de la petite fille de Xavier Cantat et de Cécile Duflot. Térébenthine, Serge Joncourt, comme Xavier Cantat, je mets un hashtag à tous les mots parce que je veux que ça buzz à fond. Dan 4, Xavier Cantat, il a dû ramasser épée le chéri. Yves, la racaille est bien dans le gouvernement avec Duflot et son mec de la gauche verte, Xavier Cantat, frère de l'assassin. Alors bon, pour ceux qui l'ignoreraient encore, Xavier Cantat est effectivement le frère de Bertrand Cantat, chanteur de Noir Désir et meurtrier de Marie Trintignant. Il faut savoir, pour apprécier à sa juste valeur le tweet particulièrement élégant posté par Nadine Morano hier.
Le compagnon de Duflot, virulent sur le défilé 14 juillet et sur les Roms, et silencieux sur la lutte contre la violence faite aux femmes. Alors ça, c'est parfaitement dégueulasse, hein, une pure saloperie émanant de surcroît d'une ancienne ministre et députée de la République, saloperie qui pour le coup n'a provoqué aucune émotion particulière chez ceux nombreux qui ont frôlé la syncope du fait que les propos effectivement racistes de Manuel Valls sur les Roms aient pu être qualifiés de tels par le compagnon de Cécile Duflot. C'est vrai, à ce compte-là, chère Nadine, on pourrait vous rappeler que Francis Holm, le tueur en série, il est né en Lorraine. La Lorraine, c'est pas votre région d'origine, hein, espèce de psychopathe, salope. Bon, pardon. Mais revenons à notre question cruciale. Qui a supprimé le compte du scandale? La DCRI, bon, ça me semble improbable. Hein. Je suis pas certain que ce service d'élite ait la maîtrise technologique de l'ouverture et de la fermeture d'un compte Twitter. C'est un peu pointu pour eux. Xavier Cantat lui-même, soudainement rongé par la culpabilité, je ne crois pas. Il assume ses tweets. Hein, et la meilleure preuve qu'il les assume, c'est qu'il n'en était pas à son coup d'essai. C'était même un récidiviste dans l'exercice. Souvenez-vous de celui qu'il avait posté le jour du défilé du 14 juillet. Fier que la chaise à mon nom reste vide au défilé de bottes des Champs-Élysées. Hein, et surtout, rappelez-vous du psychodrame que cela avait provoqué jusque dans les rangs de l'Assemblée nationale. Et oui, hein, Cécile Duflot était en larmes. Alors il ne reste plus donc que la piste Cécile Duflot, dont on vient de constater, au revu de cette image, qu'elle avait un mobile sérieux pour couper le robinet à vanne à son conjoint. Si c'est le cas, on imagine l'ambiance à la maison, hier soir, quand Cécile est rentrée du ministère. Xavier, tu n'as pas le droit de m'empêcher de m'exprimer. Moi, c'est moi, et toi, tais-toi. Cécile, tais-toi toi-même, gauchiste attardé. Tu crois que j'ai pas vu tes échanges de mails avec Noël Mamère? Xavier, quoi? Tu espionnes ma boîte mail, maintenant tu es pire que Manuel Valls. Qu'est-ce que tu fais? Non, pas le rouleau à pâtisserie, pas devant térébenthine, ouille, aïe, etc., etc. Hein, bon. Enfin, dernière hypothèse, et malheureusement, je crains que ce ne soit la bonne, Cécile Duflot et son compagnon, Xavier Cantat, sont complices. La puce m'a été mise à l'oreille par ce tweet d'un certain Jérémy Jamais. La polémique lancée par Xavier Cantat sur Manuel Valls permet de camoufler le cache investigation mettant en cause Europe Écologie Les Verts et Cécile Duflot. Malin, un tweet inspiré par un article du Point.fr qui nous révèle que le tweetodrame d'hier était en fait une manœuvre diabolique ourdie par la Duflot et son gigolo pour faire diversion à l'enquête du magazine Cache Investigation de lundi soir, mettant en cause la direction d'Europe Écologie Les Verts dans une sombre affaire de détournement de fonds destinée à la formation professionnelle. Ils sont redoutables, ces écolos. Heureusement que le Point veille. Hein. Et vous êtes là pour signaler les complots. Bon, il me semble qu'on est déjà totalement dans le sujet. L'intégration des Roms derrière l'image, c'est dans une seconde. Alors pourquoi les Roms ne s'intègrent-ils pas? C'était le sujet autour duquel a tourné la vie politique française pendant plusieurs jours la semaine dernière. Alors on va essayer de revenir derrière la polémique sur les raisons au plus près du terrain, au plus près du concret pour lesquelles l'intégration des Roms est si difficile. On va le faire avec vous, Sébastien Rochat, mais auparavant, pour ceux qui y auraient par extraordinaire échappé, un petit retour justement sur cette polémique. Oui, donc Manuel Valls a déclenché une polémique mardi 24 septembre sur France Inter en déclarant que seule une minorité de Roms voulait s'intégrer. Pour lui, je cite, « Les populations roms ont des modes de vie extrêmement différents des nôtres et les Roms ont vocation à revenir en Roumanie ou en Bulgarie ». Alors à la suite de ces propos, Cécile Duflot a vivement réagi en assurant qu'en disant cela, Manuel Valls mettait en danger le pacte républicain. Et pour mettre un terme à cette polémique, un seul mot d'ordre a été lancé pour rappeler la ligne du gouvernement, la circulaire, rien que la circulaire, on regarde. Le gouvernement, le 26 août 2012, a arrêté une circulaire signée par tous les ministres concernés qui dit très clairement les choses. Lorsque des décisions de justice demandant l'expulsion des campements illicites est décidée, eh bien, le ministre de l'Intérieur, la police nationale ou la gendarmerie exécute cette décision de justice. Nous sommes dans un état de droit. Et cette position claire et cohérente dans cette circulaire dit également que notre approche est une approche d'accompagnement des familles, des enfants, dont beaucoup dans une très grande précarité, de faire en sorte que les conditions d'hygiène, de sécurité, d'éducation soient respectées. Et donc nous demanderons, troisièmement, à l'État, exactement ce qu'a dit le Premier ministre hier, de respecter totalement sa circulaire. Le travail en commun des pays de l'Union européenne ne dit rien d'autre que ce qu'il y a dans la circulaire.
Le ministre de l'Intérieur, comme l'ensemble du gouvernement, s'est emparé de cette question des campements illicites avec à la fois de la fermeté et en même temps de l'humanité. Je vous renvoie vraiment à la circulaire d'août dernier. Voilà, alors cette circulaire, c'est une circulaire qui date du 26 août 2012, qui a été signée par 7 ministres, dont Manuel Valls et Cécile Duflot. Elle s'adresse au préfet et elle a un double objectif, fermeté avec le rappel à la loi et la poursuite des évacuations de campements illicites. Et deuxième aspect, plus d'humanité, en clair, faire un travail en amont, avant les expulsions, pour proposer des solutions de relogement, de scolarisation des enfants et de recherche d'emploi. Sur ce point précis d'ailleurs, donc la circulaire a élargi le nombre d'emplois accessibles aux Roms. Alors, petite précision quand même, dans le texte de la circulaire, il n'y a rien d'obligatoire. Cette recherche de solutions doit avoir lieu, je cite, chaque fois que possible. Du coup, comme ce n'est pas obligatoire, plusieurs rapports, notamment celui du défenseur des droits Dominique Baudis, indiquent clairement que cette circulaire n'est pas respectée, les diagnostics ne sont pas établis et quand ils ont lieu, ces solutions apparaissent inadaptées. Alors il y a eu très peu de sujets sur la difficulté d'application de cette circulaire. On en a quand même trouvé un dans Complément d'enquête sur France 2. On regarde. Mardi 9 juillet dernier, le jour se lève sur le bidonville de Virgile et sa famille. L'expulsion du campement est imminente. Il arrive la police, c'est dehors déjà. Une quinzaine de CRS investit le camp. Objectif, prendre le contrôle des lieux en quelques minutes avant de procéder à l'évacuation. Jusque-là, rien de différent par rapport à ce qui s'est toujours pratiqué. Ce qui change, c'est qu'il faut trouver un hébergement d'urgence pour ces Roms, comme l'indique la circulaire. Et ça commence mal. Est-ce que les services de l'hébergement d'urgence sont là, s'il vous plaît? Ils vont arriver. Donc on attend qu'ils arrivent. Non ? Personne pour reloger les familles. Et ça énerve prodigieusement Denis et Colette, 2 militants associatifs proches des Roms. Là, je suis sur un bidonville qui est en train d'être expulsé. Et nous sommes étonnés qu'il n'y ait personne du 115. Une heure plus tard, les représentants du 115, le SAMU social, arrivent enfin. Je ne veux pas être filmé, est-ce que c'est clair? Visiblement peu disposés à nous laisser filmer les solutions qu'ils vont proposer aux Roms. Moi là je viens, j'ai des propositions d'hôtel à vous faire. Oui, combien de jours, comment? Alors là c'est l'hôtel pour une semaine et après au bout d'une semaine il faut rappeler le 115. Madame, je sais comment ça se passe avec les 115. J'ai appelé le 115, il dit qu'il n'a pas d'hôtel, il n'a pas... J'ai pas de solution plus longue, donc c'est simple, soit vous le prenez, soit vous ne prenez pas. Les Roms n'ont pas vraiment le choix. Car déjà, les pelleteuses entrent en action pour détruire le campement. Pendant ce temps, la responsable du 115 griffonne les adresses des hôtels sur des bouts de papier. Sa mission d'accompagnement social, pour reprendre les termes de la circulaire, s'achève ici. Elle ne fera rien de plus. On sait qui les accompagne jusqu'à là-bas, madame? Ah ça, moi je ne peux pas vous accompagner. Vous ne pouvez pas le faire exceptionnellement? Ah non, j'ai pas de véhicule à disposition. Vous avez des tickets de transport? transport? J'ai pas de ticket de transport. Pour finir, ce sont les membres du comité de soutien qui conduiront Virgile, sa femme et ses enfants à l'hôtel. La préfecture de l'Essonne prendra en charge intégralement l'hébergement dans ce 2 étoiles, 100 € la nuitée. Alors, remarquable enquête de France 2, extrêmement impressionnante. D'après vos observations de terrain, est-ce que l'application sur le terrain de la fameuse circulaire qui constitue l'alpha et l'oméga de la politique du gouvernement sur les Roms, l'application sur le terrain, c'est ça? C'est-à-dire c'est aussi peu que ça? C'est beaucoup moins. En Seine-Saint-Denis, c'est beaucoup moins. Le 115 ne se déplace pas. À l'expulsion du terrain des Coquetiers de Bobigny, la policière qui tentait d'appeler le 115 pour essayer d'avoir quelques chambres d'hôtel, donc 3, ils nous avaient dit 3 pour 100 personnes, c'est ça qu'ils avaient décidé, dans une réunion à laquelle aucun collectif, aucune association humanitaire n'avait été convié. Donc ils avaient 3 chambres pour une centaine de personnes, 38 élèves scolarisés qui faisaient leur rentrée scolaire 5 jours après. Et bien, la préfecture lui a donné un numéro qui s'est avéré être un numéro de la voirie,
qui fermait à 17h et on a eu ce numéro à 17h30. Donc même ça n'était pas possible. C'est-à-dire que là, on voit que c'est le 95, puisqu'il y a quelques chambres d'hôtel en Seine-Saint-Denis. Généralement, même ça, il n'y a pas. Qu'est-ce que la voirie était censée faire? Rien. Ils ont donné n'importe quel numéro pour s'en débarrasser. La policière était excédée de la situation. Quand vous dites « il », c'est qui? Les responsables de la préfecture. Monsieur Gallier était présent à 7h du matin. Qui est Monsieur Gallier? Le préfet de la Seine-Saint-Denis. Et lorsque je lui ai demandé ce qu'il avait prévu pour les enfants scolarisés en maternelle, en élémentaire, au collège, rien. C'est-à-dire qu'il n'applique de la circulaire que la partie répression. La partie évacuation est très bien appliquée, il s'évacue beaucoup. Monsieur Guéant évacuait beaucoup. D'ailleurs, c'est toujours les mêmes Roms. Hein. Vous pourrez constater qu'il n'y a pas plus de Roms aujourd'hui. Ce sont les mêmes Roms qui sont évacués de ville en ville. Et compte tenu que la partie solution n'est jamais mise en œuvre, ces gens se réinstallent de Rosny à Villemomble, de Villemomble à Bobigny, de Bobigny à Aubervilliers, d'Aubervilliers à Massy. Ils sont à chaque fois expulsés. Il s'agit d'une dépense délirante, vaine et totalement contre-productive de l'État. Vous dites 3 chambres pour 110 personnes, hein, c'est bien ça? C'est 3 chambres proposées prévues. Pour 110 personnes. Les raisons qui ont été données sont des raisons financières? C'est parce qu'il n'y a pas de crédit? Non, je pense que de toute façon, c'est vrai que le 115 est submergé en Seine-Saint-Denis, puisque la misère augmente sans que les moyens pour la circonscrire ne soient donnés. Non, je vous pose la question parce qu'on entend dire en fait il y a des crédits et ils ne sont pas dépensés. Au niveau de l'Europe, oui. Il y a des crédits au niveau de l'Europe qui ne sont pas dépensés parce que, alors que des municipalités pourraient faire des projets, ou des régions, ou des départements, en tout cas des collectivités locales, pourraient faire des projets pour un groupe, beaucoup s'épargnent de ça et de faire les demandes de crédit nécessaires. Mais en l'occurrence, là, 3 pour 110, on ne sait pas très bien pourquoi 3 chambres, pourquoi pas 5, pourquoi pas 10, pourquoi pas 15. On n'en sait rien. Aucune raison n'a été officiellement donnée. On n'en sait rien. Et puis, très généralement, les chambres sont données à des endroits où il est tout à fait impossible que la scolarité des enfants perdure. Oui. Par exemple, là, nous, on a obtenu à Bobigny des chambres à Rubel. Je vous assure que faire Rubel-Bobigny... Alors ça, si on ne connaît pas les lieux, c'est... En transport en commun, en ne parlant pas le français, ça doit faire RER, métro, deuxième métro, troisième métrobus. Enfin, c'est quelque chose de ce type-là. Vous avez connu un camp de Roms à Rosny. 3 camps de Roms qui ont donc été détruits. Oui. Vous y avez assisté? Vous étiez présent au moment des... Le dernier, j'étais là, oui, bien sûr. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé comme ce qu'on vient de voir dans le reportage de France 2, ou mieux, ou moins bien